comité central de l'UNDP, l'une des formations politiques qui présente des candidats à cette élection des sénateurs. Bien évidemment, en dehors d'être membre du comité central, je suis la présidente de la fédération UNDP pour la Leki. Alors, le ciel est bleu, les préparatifs vont bon train? Comme vous le savez tous, nous le savons, que l'UNDP est une force politique qui n'est plus à démontrer, et l'UNDP étant habitué aux élections, nous pensons que tout ira bien au soir du 12 mars et que l'UNDP remportera beaucoup de sièges dans des zones en compétition. En face de vous, le directeur général adjoint des élections, Abdul Karim. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir aux téléspectateurs des scènes de presse. Alors, vous êtes directeur général adjoint des élections, administrateur civil principal, chevalier de l'ordre de la valeur et expert électoral. Bien avant l'ECAM, vous nous parliez tout le temps du processus électoral au Cameroun et nous profitons de cette expertise-là. Selon le calendrier et d'après le code électoral, où en sommes-nous? On a vu la publication des listes des partis politiques qui devront participer à l'élection. Et puis après, il y aura cette sanction du Conseil constitutionnel parce qu'il y a probablement un contentieux qui va s'ouvrir pour contester vos listes. Où est-ce que nous en sommes? Eh bien, c'est vrai, vous l'avez déjà dit dans votre propos liminaire, nous sommes engagés dans l'organisation de cette élection, l'élection des sénateurs qui aura lieu le 12 mars prochain. C'est une élection à suffrage universel indirect, ça veut dire que le collège électoral est constitué de conseillers municipaux et de conseillers régionaux. Alors, jusqu'ici, nous avons reçu le dossier de candidature, nous avons publié les listes de candidatures, dont le conseil électoral a publié les listes de candidatures. Nous sommes là à la phase, n'est-ce pas, du contentieux préélectoral, le contentieux de candidature. Il y a pratiquement 11 requêtes qui ont été déposées, n'est-ce pas, auprès du conseil constitutionnel. Nous avons reçu ces requêtes au niveau de l'élection Cameroun parce qu'il faut le dire, c'est la décision du Conseil électoral d'accepter ou de rejeter des dossiers de candidature qui fait l'objet, n'est-ce pas, de contestation devant le juge constitutionnel. Nous avons déjà répondu, nous avons donc déposé nos mémoires en réponse. Nous attendons la programmation des audiences par le Conseil constitutionnel pour que, n'est-ce pas, en fin de compte, le Conseil décide soit d'accepter une liste, soit de confirmer, de réhabiliter une liste, soit de réhabiliter une liste, soit de confirmer, n'est-ce pas, la décision du Conseil électoral. Donc, mais ce qu'il faut dire aussi ici, c'est que la publication des listes nous a apporté la précision sur le nombre de candidats qui prendront part au scrutin. Ça nous permet déjà de concevoir, d'imprimer les documents électoraux. Donc nous avons déjà engagé cette phase-là d'impression des documents électoraux. Le matériel électoral est-ce qu'il y a des changements au niveau du Conseil constitutionnel? Si par exemple... Justement, si le Conseil constitutionnel réhabilite une liste, on prend en compte ces listes immédiatement, on envoie, n'est-ce pas, ces listes pour l'impression des bulletins, et nous prévoyons également des procès-verbaux de déploiement pour leurs représentants dans les bureaux de vote. Donc voilà comment ça se passe. Donc le Conseil réhabilite une liste, nous sommes obligés de prendre en compte ces listes dans l'organisation matérielle des élections. Mais nous avons prévu tout cela, éventuellement. Dès que ça arrive, nous n'avons aucun problème pour implémenter les documents de matériel concernant une liste réhabilitée. Léopold Lassi, bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. Merci de répondre toujours à notre invitation. Avec plaisir toujours. Vous êtes journaliste, chef de service politique au quotidien Le Messager, par ailleurs écrivain. Tout à fait. Vous avez plusieurs ouvrages déjà publiés. Bien sûr. Alors, l'actualité courante a été reléguée un tout petit peu au second plan. L'élection des sénateurs, on a entendu parler d'autres faits, oubliant un peu cette élection qui est importante. Bien sûr. Mais c'était comme le feu qui couvre, les braises qui couvrent sous la cendre. Et cette élection, elle est là, elle est peinante. Et heureusement que nous vous invitons cet après-midi cette soirée pour en parler. Je pense qu'elle est centrale, en réalité, cette élection sénatoriale. Même si au sein de l'opinion, les gens ne perçoivent pas toujours la réalité, son importance et les enjeux. Pour une simple raison, c'est que au sortir de cette élection, on aura le successeur constitutionnel du président de la République, comme c'est connu. Au sortir de cette élection, pour la première fois, on aura nos conseillers régionaux qui vont aller aux urnes en tant qu'électeurs indirects d'une élection. Au sortir de cette élection également,
les collectivités territoriales décentralisées représentant le Sénat, on croit qu'avec le vote des conseillers régionaux, les gens vont davantage comprendre le sens de la décentralisation. Parce que voyez-vous, sans le Sénat, la décentralisation n'a pas de sens. C'est le Sénat en réalité qui, dans une république, stabilise la décentralisation. Si on ampute, si on met de côté la décentralisation, le Sénat n'a plus sa place. Donc en réalité, il y a un lien serré, un lien avéré entre notre Sénat, le Sénat du Cameroun, et la décentralisation qui est en cours pour l'instant. Donc c'est pourquoi tous les chantres de la décentralisation, je sais qu'ils sont nombreux sur ce plateau et ailleurs, devraient suivre cette élection avec beaucoup d'emphase, avec beaucoup d'attention, pour mieux cerner le rôle même du sénateur, parce que nous confondons de plus en plus le rôle du sénateur et le rôle du député. Quand je vais à l'Assemblée nationale, j'écoute les députés débattre, et je vais au Sénat, j'ai l'impression parfois il y a confusion au niveau des rôles de ces élus. Alors que le sénateur, c'est un patriarche sénateur, ça veut dire quelqu'un, un ancien, un vénérable, qui est appelé, en dépit des diversités de notre territoire, garder l'unicité à travers le débat qu'ils font au Parlement. Mais la presse n'est pas souvent tendre vis-à-vis des sénateurs. On estime que c'est les gens d'un certain âge et qui ne sont plus capables de quoi que ce soit. Mais justement, c'est pourquoi le c'est des confusions. Lui, le législateur camerounais a mis à 40 ans la date. C'est l'unique, c'est le plus âgé. Le président de la République est à 35 ans. Vous voyez, le sénateur, il est à 40. Ça veut dire que c'est des hommes mûrs, des pas sénateurs, un genou. C'est des hommes qui ont des capacités, qui comprennent les enjeux du pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'ils sont là et ils défendent l'unité du Cameroun à partir de leur territoire. Je vais paraphraser en disant quels sont les notables de la République. D'accord. Ça veut dire ceux qui comprennent ce qui se passe. Jean-Marie Anaba, bonsoir. Merci. Bonsoir à vous, Séverin Legambélé. Bon dimanche à tous les téléspectateurs de scène de presse et de la CRTV en général. Merci pour l'invitation. Je rappelle que c'est un journaliste qui vous parle. Il est chef de service politique à Royal FM. C'est une chaîne de radio à Yaoundé. Le scrutin pour l'élection des sénateurs, il a son intérêt, mais ses modalités ne sont pas toujours à la portée de tout le monde. Est-ce qu'on est conscient de cela? Bon, nous, en tant que journalistes, j'imagine que votre question s'adresse aux acteurs du processus électoral. Et vous êtes acteur du processus électoral, indirect, les médias. Indirect, il faut le dire, parce que, voyez-vous, le code électoral ignore encore les médias pour ce qui est notamment du processus électoral ou des processus électoraux au Cameroun. Donc, ceux qui devraient en principe maîtriser les modalités de cette élection, ce sont les acteurs directs que sont les formations politiques qui sont engagés à ce scrutin. Mais vous avez parlé d'intérêt, vous devez savoir que le président de la République a dessiné le canevas de cette élection, surtout pour 2023, à savoir la consolidation du processus de décentralisation. Nous avons traversé l'étape de 2013 qui était une étape d'expérimentation pour ceux qui ont fait les premiers pas. Nous sommes arrivés... La première mandature. Oui, la première mandature en 2018. Ils se sont essayés dans les textes, ce qui a accouché le Code général des collectivités territoriales décentralisées de 2019. Et nous allons en 2023. C'est le temps des grands enjeux. Et parmi les enjeux, vous savez qu'au-delà de la mission première ou la double mission qui revient aux parlementaires, notamment aux sénateurs aussi, de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement. Le Sénat, selon la loi fondamentale, est la chambre qui représente les collectivités territoriales décentralisées. Avec des grands enjeux, voyez-vous, j'ai parlé de la loi 2019 tout à l'heure. Vous savez qu'elle répond également à une exigence pour nos amis des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour le statut spécial. Donc, il est important que ceux qui s'engagent à cette élection sachent effectivement pourquoi ils vont à cette élection et quel est l'intérêt qui n'est autre que l'intérêt supérieur de la nation tel que défini et encadré par nos lois. Mesdames, Messieurs, scène de presse garde ses rubriques habituelles. Vous avez la revue de presse et puis nous reviendrons sur ce qui a fait l'actualité cette semaine, à savoir l'anniversaire du président de la République. Cela a été relayé par la presse. Merci de nous accueillir chez vous. Le Conseil électoral d'Elections Cameroun a donc rendu public les 22 listes retenues pour l'élection des sénateurs du 22 mars. Et dans l'absolu, nous sommes engagés dans un système de désignation des représentants des collectivités territoriales décentralisées au Parlement. L'expression du choix du collège doit déboucher sur la désignation des sénateurs exerçant donc un mandat. Madame Abega, vous êtes
totalement d'accord avec le chemin qu'on est en train de prendre. Il y a eu 2013, une deuxième mandature, on va vers la troisième mandature. Les textes tels qu'ils sont, les procédures, tout ce qu'on a vécu jusque-là, ça vous arrange? Je voudrais dire que, pour emboîter le pas à ce que Jean-Marie disait tantôt, que les deux mandatures, on peut parler de la phase expérimentale. Mais nous n'allons pas demeurer dans la phase expérimentale parce que chaque Camerounais a eu le temps d'entendre parler du Sénat et de la décentralisation. Je crois que ceux qui lisent et ceux qui suivent les médias ont pris connaissance du Code général des collectivités, chacun à son niveau. Et l'ambiguïté, c'est au niveau du mode d'élection, c'est-à-dire le scrutin indirect. Ça veut dire qu'avec le scrutin indirect, c'est vrai, on parle de la décentralisation, mais il y a un problème au niveau de l'engouement de la population. Parce que si on parle de la décentralisation et si on parle des acteurs qui sont appelés à implémenter cette décentralisation, il faudrait que le citoyen lambda, quel que soit l'endroit où il se trouve dans son pays, dans son village, puisse prendre part à cette élection. Mais le Code dit que pour le moment, ce sont les conseillers régionaux, ce sont les conseillers municipaux. Justement, j'en viens. Je voudrais dire que, parce que moi je suis en contact avec la base en ma qualité de président de fédération de l'UNDP, donc je veux dire que les citoyens se comportent comme si c'était l'affaire des autres. Pourtant, le Sénat est censé les représenter. Moi, je pense que les comme étant présents sur le plateau, c'est une question qui mérite de trouver sa réponse, non pas seulement aujourd'hui, mais à la longue, elle mérite d'être débattue parce que si on vote le président de la République à un scrutin populaire, lors d'un scrutin populaire, lui qui est le président de la République, pourquoi est-ce qu'on ne voterait pas les acteurs de la décentralisation de manière populaire pour que les populations se reconnaissent dans le choix de ceux qui sont appelés à les représenter? Alors, pour en venir à votre question, je voudrais dire que le sénateur étant voté par les grands électeurs, qui sont les conseillers municipaux, régionaux, les chefferies traditionnelles, ne se sent pas obligé de rendre compte à la population. Parce qu'il va dire que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Mais pourtant, de manière indirecte, c'est cette population qui l'a envoyé. C'est la raison pour laquelle il y en a même, en étant sénateur, ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne connaissent pas exactement quelle est la mission à eux à signer en tant que sénateur. C'est au parti politique de faire cette éducation. Justement, de choisir les bonnes personnes je continue à parler. Oui, Madame Abega, on va continuer avec vous. Monsieur le directeur général, il est quand même clair que le scrutin qui s'annonce, il est particulier, il est complexe, on ne comprend pas toujours. Il y en a qui parlent de la diversité des règles du jeu électoral en ce cas. Vous savez, je comprends que les gens ont des difficultés, n'est-ce pas, de cerner tout le contour d'un processus électoral. Nous avons un scrutin mixte, s'agissant de l'élection des sénateurs. Nous avons un scrutin, parce qu'il faut le dire à l'entame, vous l'avez déjà relevé, ce scrutin à suffrage universel indirect. Madame a dit quelque chose, que c'est une ambiguïté. Moi, j'allais dire non. Compte tenu de ce que M. Ndassou nous a rappelé ici, et M. Anabé revient là-dessus, le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Et l'Assemblée nationale représente le peuple directement. C'est pour ça que le Sénat est élu par les conseillers municipaux. Parce que nous avons deux niveaux de décentralisation. La commune et la région. C'est eux-là que le Sénat représente. Donc c'est ça les collectivités, deux collectivités que nous avons au Cameroun. Donc il est normal que, à mon sens, que le Sénat soit élu par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Et n'oubliez pas que les conseillers municipaux et les conseillers régionaux, leur pouvoir émane du peuple. Donc c'est pour ça que c'est un suffrage universel indirect. Alors, pour revenir à votre question. C'est un scrutin complexe. C'est un scrutin complexe. La pluralité, la diversité des règles du jeu. Elle n'est pas complexe en tant que telle. L'élection a lieu au suffrage universel indirect. Le scrutin est mixte. Il y a trois types de scrutin, modes de scrutin. Le scrutin peut être majoritaire. Il y a deux types de majorité.
Majorité simple, majorité absolue. Pour l'élection présidentielle au Cameroun, c'est la majorité simple, donc la majorité relative. La majorité absolue, c'est quand, pour être déclaré élu, il faut obtenir la moitié des suffrages valablement exprimés plus une voix. La moitié des suffrages obtenus plus une seule voix. Vous avez la majorité absolue. Et il y a le scrutin mixte qui allie les deux. Alors, s'agissant de l'élection des sénateurs, c'est un scrutin mixte, donc qui allie le scrutin majoritaire. C'est ça qui rend le processus difficile. Je voulais donc en venir, parce qu'il faut aller à la base pour permettre que nous nous accordions sur ces systèmes, qui pour moi est très simple. Parce que c'est une élection de liste, vous l'avez déjà relevé, chaque parti présente une liste de 7 candidats titulaires, 7 candidats, n'est-ce pas, suppléants. Au bout du scrutin, si une liste obtient la majorité absolue des suffrages, c'est-à-dire la moitié des suffrages valablement exprimés plus une voix, la liste a gagné la totalité des sièges, de 7 sièges. C'est simple que ça. Si, par contre, aucune liste n'obtient la majorité absolue, en ce moment, on passe à la proportionnelle. Donc, les sièges sont attribués proportionnellement, n'est-ce pas, au suffrage obtenu. Alors, selon notre loi, la liste qui arrive en tête avec la majorité, parce que s'il y a majorité absolue, il n'y a plus de débat, on arrête là. S'il y a majorité absolue, nous sommes d'accord que la liste qui arrive à la majorité absolue a remporté la totalité des sièges. C'est terminé. Maintenant, quand il y a majorité relative, la liste qui arrive en tête avec le plus grand nombre de suffrages emporte déjà la moitié des sièges plus une voix, donc 4 sièges. Parce qu'il n'y a pas de demi-sièges. C'est les 3 sièges restants qui sont, n'est-ce pas, attribués proportionnellement au suffrage obtenu. Donc il faut calculer le quotient électoral qui est facilement le ratio du nombre de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à partager. Et puis on attribue souvent les sièges, c'est très simple. Et je crois que c'est logique jusqu'ici, c'est ce que la loi camerounaise prévoit et c'est ce qu'on applique jusqu'ici. Donc voilà un peu le système camerounais, c'est ça l'élection. Et c'est même la même chose pour l'élection des conseillers municipaux. C'est la même chose pour l'élection des conseillers régionaux. C'est la même chose pour les conseillers régionaux, il faut le préciser, c'est ça, délégué des départements. Mais Madame Abek a été dans la logique de la promotion d'une société démocratique, la démocratie participative. Je crois qu'il faut la comprendre ainsi, pas tellement parce qu'il faut refaire absolument la loi, c'est qu'on sent que c'est nous-mêmes qui élisons les sénateurs. Madame Abega, je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Je parle d'une démocratie participative, c'est-à-dire qu'il faudrait que le peuple se reconnaisse en ceux qui sont élus. Parce que ne l'oublions pas, nous sommes, je veux dire, un pays qui apprend encore la décentralisation. Nous apprenons la décentralisation et nous apprenons même ce qu'on appelle la démocratie. Lorsqu'un peuple ne se reconnaît pas en ces gens, en ces personnes qui ont été élues, et lorsqu'un peuple est indifférent lors d'une élection, et ceux qui sont élus aussi se sentent, comment dirais-je, loin du peuple parce qu'ils n'ont pas de contact avec la population, parce qu'ils se disent que je sois populaire à la base ou pas, mon travail s'arrête au niveau du conseil régional ou bien des conseils municipaux. Donc il y a un problème d'éducation. Séverin le disait tantôt que les partis politiques devraient le faire. Oui, les partis politiques le font, mais il y a un problème d'entendement aussi. Est-ce que lorsque les partis politiques le font, est-ce que l'environnement ou alors tout ce qui est mis en place apporte, n'est-ce pas, du solide pour que ce qui est dit ou bien alors enseigné par les partis politiques soit acquis et intégré par ceux que nous avons en face? Nous sommes d'accord qu'il y a un code électoral qui est là, où il faut le respecter, mais nous voyons l'environnement autour de cette élection. Léo et Jean-Marie, cet environnement nous permet de dire que l'élection du 12 mars va nous permettre d'avoir des sénateurs tels que nous les souhaitons. Bon, c'est vrai que Madame parlait de la démocratie participative. Je voudrais ajouter à ce que disait Monsieur le directeur général adjoint des élections que contrairement aux élections de 2013 qui se sont tenues bien avant les élections municipales, vous savez qu'il y a eu une forte contestation. Contrairement aux élections de 2018, où il y a eu une autre prorogation des mandats de ces élus, les élections de 2023 ont un avantage. Le président de la République, je peux saluer cet arbitrage-là,
parce qu'il a certainement compris qu'il y a des grands enjeux qui arrivent en 2023. Donc, il a pensé à cette participation de l'ensemble de la classe politique au-delà du peuple, en organisant d'abord en 2020 le double scrutin législatif et municipal, qui devait donc permettre aux acteurs politiques d'aller notamment obtenir des voix au niveau des municipalités autres. Parce que voyez-vous, ce sont les conseillers municipaux qui sont votés qui sont élus par le peuple dont parle Mme Abega. Et en retour, les conseillers municipaux viennent élire les conseillers régionaux dont la première cuvée a été élue en 2020. Rappel mémoire, vous savez quand même que, bon, pas certainement l'UNDP, il y a des formations politiques qui ont dit non à l'élection des conseillers régionaux de 2020 et qui vont en course dans cette élection. On les citera pendant cette émission. Vous avez d'autres qui ont carrément décidé de tout boycotter. Certainement, Mme Abega n'est pas le porte-voix de ceux-là qui ont refusé de participer à l'élection pour essayer de laisser croire qu'effectivement, il n'y a pas une participation sur le plan démocratique. Donc, le peuple est concerné. C'est elle-même qui le rappelait tout à l'heure qu'il faut une participation des citoyens dans le cadre de l'accélération du processus de décentralisation. Et cela passe par ces conseillers municipaux et ces conseillers régionaux. Même si on peut quand même comprendre que oui, le président de la République a évité qu'on étiquette le Rassemblement démocratique du peuple camerounais de vouloir s'accaparer l'entièreté des sièges, comme ça a été le cas en 2013 avec presque 56 ça sièges. Ça risque d'être le cas en 2013. Oui, 2013, 56, on est descendu, on est plutôt monté plutôt à 60, je crois 67 par là. En 2018, et j'imagine que le RDPC qui s'en va encore avec les 14 sièges déjà. Avec ses alliés, lui. Oui, presque acquis. Je dis 14 parce que le RDPC est seul dans 2 régions, 2 circonscriptions électorales déjà, le sud-ouest et la région du sud. Ça peut amener donc les autres acteurs à se dire, nous avions raison de dire, nous ne participons pas à. Entre guillemets, ce sont leurs propos, parfois, ce n'est pas moi qui les assume ici, à la mascarade. Donc, c'est une élection qui a des grands enjeux au niveau de la participation électorale, mais il faut comprendre aussi que quand vous regardez la mobilisation des acteurs, notamment les partis politiques qui sont à liste, c'est vrai qu'il y a eu une légère baisse par rapport aux 36 listes que nous avions en 2018. Nous sommes maintenant à une vingtaine de listes. C'est une preuve que il y a un manque d'engouement des acteurs politiques et on devrait donc se poser une question et principalement, Elections Cameroun, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les gens vous parlent du code électoral qu'il faut revoir. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, vous verrez que même pour l'élection des sénateurs, il y a des choses à redire sur certains articles qui encadrent cette élection qui est une élection particulière, notamment au niveau non seulement de la contestation ou de la réclamation pour le contentieux préélectoral qui va se tenir dans les prochains jours au Conseil constitutionnel, mais beaucoup plus également, si vous prenez un article, c'est un exemple, et ce sont les revendications des acteurs politiques, l'article 295, qui vous parle notamment de la gratuité des pièces qui doivent être collectées pour candidater, sinon un parti politique n'a pas la possibilité de bénéficier de cette gratuité. Il faudrait attendre qu'on attaque le code électoral, hein, qu'on le relise. Ça devient mais pour compliqué. le moment, on va... Donc, en fait, c'est le seul code qu'on va C'était pour dire, c'est vrai que la participation électorale ou démocratique dont parle Mme Abega peut aussi se justifier à ce niveau-là, que s'il y en a qui ne font pas, qui ne copient pas l'UNDP ou le RDPC et les autres, il semble vous rétorquer qu'il y a un problème, il y a des choses à revoir au niveau du code électoral. Par rapport je voulais dire à la suite de ce que Jean-Marie Anaba disait tantôt, qu'il y a des pièces à fournir pour avoir un dossier complet qui devrait être gratuit. Il y a aussi un autre aspect. Il y a des municipalités où un candidat d'un autre parti politique veut avoir des pièces, il n'arrive pas à avoir des pièces parce qu'en face, il trouve de la résistance, il trouve le rejet. On oppose une fin de non-recevoir à sa demande. Il y a tous ces problèmes qu'il faut... Quand ça vient d'un parti allié, c'est compliqué. C'est des réclamations, il faut aller vérifier ça, c'est ce qu'on entend toujours. Oui, Léo. Oui, pour l'élection sénatoriale, élection participative, ça c'est le questionnement. J'ai compris Mme Abega autrement, certainement, quand elle s'expliquait. Le problème qui s'est posé à l'analyse en tant que journaliste, quand j'ai observé le terrain, c'est au niveau des investitures. C'était
la consécration de la dictature des partis politiques. Et là, ça c'est la cuisine interne des partis Bien politiques. sûr. Personne ne peut... Non, je ne conteste pas. L'ELECAM ne s'occupe pas de Oui, ça. non, je ne parle pas de l'ELECAM. Il y en a qui ont même demandé un peu Nous avons de dit cautionnement en interne aussi. Le parti, la question est la suivante. Est-ce que l'environnement se sent dans cette élection? Voilà, je réponds à cette question-là. Vous vous rendez compte que dans beaucoup de circonscriptions, les investitures ont créé des problèmes énormes et créé des frustrations. Ça, c'est pour dire de l'intérêt de la population par rapport à cette élection. Ça, c'est d'un. De deux, on se rend compte que dans les différentes circonscriptions, ça dépend certainement, elles sont aussi différentes et diverses, les circonscriptions électorales, on se rend compte que ce soit les alliances dont vous parlez tout à l'heure, alliance RDP, CUNDP, ça ne tient plus. Ça ne tient pas. Dans cette élection sénatoriale, il faut dire clairement qu'il n'y a pas d'alliance. Ça n'existe pas. Sauf le temps de la nomination de Trump. Non, ça c'est autre chose. Il n'y a pas d'alliance sur cette élection sénatoriale. Ce sera la guerre comme la guerre dans le sens positif du terme. Ça va se jouer à fond la caisse et je crois que les meilleurs vont remporter. Pour finir, moi cette élection me préoccupe parce que je suis intéressé de voir la coloration politique, je ne sais pas si je peux dire ainsi, du commandement traditionnel qui fait partie du conseil régional. C'est dans certaines circonscriptions où je regarde spécialement, je serais intéressé de voir quelle sera la réaction du commandement traditionnel que nous supposons jusqu'aujourd'hui. J'ai dit supposons, neutre. Ça va nous permettre de voir davantage quelle sera la mise au bout du compte. Donc pour moi, je pense que c'est une élection qui intéresse des gens. Ça, il faut le dire. Monsieur le directeur général, l'ELECAM, c'est le maître d'œuvre de cette affaire. Il faut respecter la loi, il faut faire les choses telles que le demande cette loi. Alors, en cas précis, si on est dans une circonscription où on est à la fois conseiller régional, conseiller municipal, qu'est-ce qu'on fait? C'est une voix, c'est deux voix? Non, il faut le dire d'emblée que c'est le même principe universel de la démocratie. Sous le système démocratique, démocratie représentative, le principe est universel. One man, one vote. Alors, la précision que je vais apporter, c'est que les conseillers municipaux sont conseillers municipaux jusqu'à ce qu'ils deviennent électeurs. Dès qu'il devient électeur, il est électeur. C'est sa fonction de conseiller municipal ou conseiller régional qui lui donne la qualité d'électeur. Dès qu'il est électeur, là, il n'est plus conseiller. Pour nous, il est électeur. Point barre. Sinon, les conseillers municipaux sont affiliés à des partis politiques. Ils sont une émanation des partis politiques. C'est les partis qui font les investitures, qui gagnent les élections. Une fois qu'un citoyen est élu conseiller municipal ou conseiller régional, il est coupé du parti. Il est conseiller municipal pour tout le monde, pour tout le peuple. En principe. Oui, en principe, je vous dis, pour nous, c'est un électeur. Donc, quand on lui donne déjà la qualité, quand on publie la liste des électeurs, il est électeur. Alors, il ne peut donc pas voter deux fois. Il apparaît sur le fichier électoral une fois, il a sa carte d'électeur, il vote également une seule fois. Ça n'aura pas de sens que si on dit que, parce qu'il est à la fois conseiller municipal, parce qu'il faut préciser les choses, c'est que c'est un problème d'incompatibilité. Vous savez, il y a des fonctions qui sont incompatibles. Alors que s'agissant du conseiller municipal et du conseiller régional, la loi camerounaise, la loi électorale n'a pas fixé d'incompatibilité. Donc vous pouvez être à la fois conseiller municipal et conseiller régional. Ce n'est pas des fonctions incompatibles. Mais ça ne veut dire pas que vous avez le droit de voter deux fois pour la même élection. Non. Donc, vous votez une seule fois, même si vous êtes conseiller municipal et conseiller régional. Voilà. On le dit depuis le début de ce programme, l'élection des sénateurs est particulière. Les sénateurs sont choisis en partie par un collège électoral composé de conseillers régionaux et municipaux. Mais il reste que c'est un scrutin qui intéresse les autres acteurs du processus électoral. Michel Renaud Wanja a sondé l'opinion sur la portée de cette élection. Voici ce qu'il a ramené. Les sénatoriales du 12 mars prochain sont un rendez-vous important du calendrier électoral. Tout militant voudrait pouvoir gagner une élection. Donc, pour gagner une élection, il faudrait que l'élection soit possible. Et alors, les sénatoriales sont là. C'est une occasion pour nous de nous mouvoir politiquement et de permettre aux autres partis politiques d'avoir face à eux le nôtre. Le président de la République est un légaliste. Est quelqu'un qui s'arrange toujours à ne jamais être en porte-à-faux avec
la loi établie. Donc, il était prévu qu'il y ait cette élection et on est en train de voir que tout le timing prévu dans le cadre réglementaire est en train d'être respecté. Cette élection à suffrage indirect, un enjeu important dans la vie nationale. Il s'agit de choisir ici les candidats qui ont à cœur le développement local et qui vont défendre les intérêts des collectivités territoriales décentralisées. Et quand on sait que le chef de l'État a prescrit une accélération de la décentralisation, la preuve, il vient encore par un décret d'organiser un ensemble de compétences qui doivent être dévolues désormais aux régions pour ce qui concerne le volet de la santé. On sent bien qu'il y a chez le chef de l'État une volonté d'aller véritablement vers cette décentralisation accélérée. Le rôle du Sénat n'étant plus à démontrer, nombreuses collectivités décentralisées comptent sur cette institution pour booster le développement. Il s'agira pour les sénateurs de travailler en synergie avec les communes afin d'impulser le développement local. Cela doit se faire ressentir au niveau des communautés pour qu'il y ait création des richesses et des emplois. Quant au déroulement du scrutin, les parties prenantes à l'organisation restent à pied d'œuvre. Les élections sénatoriales donneront l'occasion de voir au sein des établissements politiques comment est-ce qu'il peut se faire le jeu des alliances, mais aussi le jeu de positionnement de nouvelles figures, dans le sens de montrer quand même que le Sénat n'est pas simplement une chambre où on loge des vieux commis de l'État en mal de relance ou en mal de positionnement. Les populations, les partis politiques ainsi que les électeurs que sont les conseillers régionaux et municipaux attendent avec sérénité ce rendez-vous du 12 mars 2023. Pour le cas précis du scrutin qui nous intéresse ce soir, un scrutin mixte à un tour, un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle. Vous avez essayé de nous expliquer tout cela, même si... Sans vote préférentiel ni parrainage. Vous allez compliquer davantage peut-être. Il faut justement qu'on comprenne ce que c'est, parce que cela est dit dans la loi et on va vers la pratique maintenant. Pour faire simple, le scrutin qui arrive, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, il n'y a rien de nouveau. Les conseils municipaux, parce que le vote a lieu, d'abord, il faut revenir, la circonscription, c'est la région. Le vote a lieu dans le chef-lieu des départements. C'est bien ça. Alors, les conseillers municipaux et les conseillers régionaux de chaque département vont se rendre dans le bureau de vote au chef-lieu des départements. Ils vont exprimer leur choix le jour du vote. Et chaque département, donc chaque bureau de vote qui est situé dans chaque chef-lieu de département va renvoyer, n'est-ce pas, les votes, les suffrages au niveau de la région, où il y a une commission régionale de supervision qui va centraliser au niveau de la région, qui va faire la compilation de voix au niveau de la région et va transmettre au Conseil constitutionnel, à la Commission nationale de recensement général de vote déjà, d'abord, avant de transmettre au Conseil constitutionnel pour proclamer les résultats. Parce que les résultats relèvent du Conseil constitutionnel comme c'est une élection nationale. D'accord? Donc, alors, je comprends un peu la préoccupation des uns et des autres, s'agissant, n'est-ce pas, de ce système, mais ce n'est pas un système nouveau. C'est le même système qu'on applique quand on est en phase d'une élection de conseillers municipaux ou une élection de députés. C'est un scrutin mixte qui allie les deux systèmes majoritaires et proportionnels. Si une liste obtient la moitié des suffrages plus une voix, elle emporte la totalité des sièges. S'il n'y a pas de majorité absolue, la liste qui arrive en tête prend la moitié des sièges arrondi à l'entrée supérieure, et les listes restantes, donc pour le cas des élections des sénateurs, c'est 7 sièges. Donc la liste qui arrive en tête prend 4 sièges, gagne 4 sièges, et les 3 autres sont répartis proportionnellement au suffrage obtenu. On calcule le quotient électoral, on obtient. Alors, on dit sans panachage ni vote préférentiel. C'est quoi le vote préférentiel? Il n'y a pas ça dans le système, mais il faut comprendre à quoi ça renvoie. Le vote préférentiel, c'est la possibilité qui est donnée à l'électeur de modifier l'ordre de présentation des candidats sur la même liste. Quand vous venez, vous avez la face de la liste de Mme Mabega, la liste de l'UNDP, vous dites que le numéro 1, là, il doit être numéro 5, le numéro 5 doit être numéro 4. Donc, vous modifiez. Ça n'existe pas dans notre système. La liste est bloquée. Le panachage, c'est la possibilité qui est donnée à l'électeur de choisir entre plusieurs listes, de reconstituer les listes si vous voulez, en choisissant entre plusieurs listes et de constituer lui-même sa propre liste.
Donc ça n'existe pas dans le système. Le système est bloqué. C'est pour ça que vous allez entendre qu'on parle la terminologie électorale. Liste UNDP contre liste RDPC ou contre liste SDF. C'est les listes qui vont en compétition. Et non les individus. Est-ce qu'au niveau des partis politiques, des formations politiques, vous êtes des acteurs du processus électoral? Est-ce que vous tenez compte de ces détails? Vous attendez simplement l'après-scrutin pour commencer à revendiquer, aller au Conseil constitutionnel? Parce que parfois, quand on va au Conseil constitutionnel, quand on étudie certaines requêtes qui sont déposées là-bas, on se dit, mais est-ce qu'ils ont lu le code électoral? Est-ce qu'ils n'ont pas vu ça venir? À l'UNDP, nous n'avons pas connu, nous ne connaissons pas ce type de problème parce que au départ, il y a d'abord la composante sociologique qui est prise en compte. Il y a l'aspect jeune, l'aspect genre qui sont considérés lors de la constitution des listes. Et rarement le parti a connu, n'est-ce pas, la multiplicité des listes d'abord au niveau de la base, lors des investitures. Et ça fait donc que ceux qui sont investis, déjà leurs dossiers sont minutieusement étudiés avant d'être validés par la commission qui est mise en place. Et le parti n'a pas connu de rejet de liste. Le parti n'a pas connu de rejet de liste parce que justement nous ne voulons pas donner beaucoup de travail à Elecam. Nous travaillons, nous nous arrangeons à travailler pour que Elecam n'ait pas de casse-tête. Et je crois que l'UNDP mérite d'être félicité par Elecam pour la qualité des dossiers qui sont soumis à la commission électorale. Oui, c'est vrai, je voudrais ajouter à ce que disait Monsieur le directeur général adjoint des élections tout à l'heure, lorsqu'il vous expliquait le processus lié au vote par panachage, préférentiel et autres. Ce sont des gros thèmes que le citoyen qui nous regarde à la maison ne peut pas comprendre. J'aimerais qu'il ajoute aussi que dans la même loi électorale, le vote par apparentement n'est pas interdit. Je prends un exemple. Nous sommes dans la région de l'Ouest où vous avez l'UMS et vous avez en même temps l'UDC, qui sont liés par ce qu'on appelle la plateforme des partis politiques de l'opposition et qui peuvent s'asseoir et se dire nous allons donner une consigne de vote pour qu'on fasse une coalition, pour qu'on ait les mêmes sénateurs, pour que des gens viennent élire nos sénateurs. La loi électorale n'a pas arbitré à ce niveau. C'est un exemple. C'est-à-dire que les partis politiques peuvent être liés par autre chose et se dire, comme nous sommes tous ensemble dans la région de l'Ouest, l'UDC, j'ai quelques conseillers régionaux et municipaux, l'UMS, vous avez quelques conseillers municipaux, même si vous n'avez pas les conseillers régionaux, qu'est-ce qu'on fait pour battre le RDPC qui est en face de nous? Mais elle est comme ne s'est pas plaint. Non, moi je suis en train de vous dire que... Oui, je suis en train de dire que c'est pour dire effectivement quel est le problème avec... C'est pour cela qu'on peut laisser croire qu'il y a une seule formation politique qui a un avantage chaque fois qu'il y a des élections, et c'est normal que les formations politiques puissent s'en plaindre. Maintenant, on aura le temps peut-être de revoir si le code électoral sera modifié, mais ça pouvait aider quand même ces formations politiques-là à se dire que non, il n'y aura plus un Sénat. Parce que là, nous allons vers la consolidation du processus de décentralisation. Il faut une bonne coloration politique au niveau du Sénat. Il ne faut pas seulement compter sur quelques sénateurs nommés qui seraient des chefs traditionnels et qui appartiendraient sous une coquille également d'un parti politique, comme on l'a vu quand j'ai essayé de regarder. Ça relève des prérogatives du président de la République. Oui, ça relève des prérogatives du président de la République. Je suis en train de vous dire qu'il faudrait qu'on joue franc jeu à partir non seulement des investitures, comme le disait M. Dassi, mais ça relève des conditions internes des formations politiques. Maintenant, au niveau du terrain électoral, c'est pour ça que je vous ai pris un exemple, un vide qui est contenu dans cette loi électorale, qui ne vous permet pas et qui n'interdit non plus le vote par apparentement. Or, les partis politiques peuvent être liés. Maintenant, je pense que comme les carottes sont déjà cuites, et que pour certaines formations politiques, je salue le fait qu'on est quand même dans cette élection. Et moi, je me suis posé une question. Quand je prends un exemple, peut-être je ne veux pas me faire des ennemis pour ceux qui nous regardent d'un parti politique comme le PCRN, qui a des élus municipaux dans l'Union Ekele, mais qui vous dit, moi je m'en vais dans le littoral, parce que j'ai certainement 4 départements que je couvre là-bas.
vous avez une formation politique comme l'UDC qui vous dit « je ne m'essaye pas ailleurs, je reste dans mon fief ». Vous avez le SIF qui peut se battre ailleurs et qui vous dit, bon, comme en 2013, ce qui s'est passé dans la Damawa, on ne va pas refaire ça ici. Et le SIF a eu des élus là-bas, ce qui a fait qu'en 2018, il a dégringolé à 7 sièges. Pourquoi est-ce que les formations politiques ne peuvent pas se dire qu'on peut compétir partout pour s'essayer, pour rester dans ce que le directeur général adjoint vous dit qu'un conseiller municipal ou un conseiller régional est un électeur, le vote est en secret. Mais dès le départ, il y en a qui vous disent que moi je m'en vais à cette élection pour participer, pour que le président voit que j'ai participé, pour que je cède les sièges dans l'Union Ekela X ou dans le littoral Y, et il me laisse aussi l'autre côté. Jean-Marie, laissez Léo intervenir, il a envie de prendre la parole. Oui, mais quand ce que Jean-Marie dit, c'est très docte, c'est intelligent. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Vous savez, entre ce qui est écrit et le terrain, c'est autre chose. Ce que tu as dit, c'est normal, les partis peuvent s'entendre, mais il faudrait qu'ils s'entendent avant les élections quand même. Ce n'est pas le jour de... C'est un scrutin de liste. Vous voyez, même si on interdit le vote... Non, j'ai dit si la loi le permettait. Oui, mais la question de liste vient régler, qu'importe. Je voulais dire que le problème essentiel, quand j'ai vu ce que Elekama produit comme résultat, comme motivation pour le rejet des listes, le problème fondamental pour c'est le problème de cautionnement. 7 millions de francs CFA par liste. Vous voyez, ça veut dire que chaque candidat avec son suppléant paye 1 million de francs CFA. Bon, enfin, j'ai constaté avec ahurissement que tous les partis politiques toutes les listes qui sont rejetées, il y a problème de cautionnement. Et je me suis dit... C'est la loi. Oui, c'est la loi. Mais il y a aussi les petits partis, je les appelle ainsi, qui ont candidaté et qui ont payé cette caution. Peut-être qu'ils ne sont pas allés prendre ça chez un grand parti. Non, non, je m'interroge tout simplement. Je veux dire quoi, Séverin? C'est pour dire qu'en réalité, il y a un problème de moyens financiers pour beaucoup de partis politiques. L'UNDP, la mandature qui finit était sur tout le territoire. Sur tout le territoire, l'UNDP était là, mais maintenant, l'UNDP s'est cantonné à 4 régions. C'est pas un problème de moyens. Non, j'ai dit ça parce que vous êtes là, sinon je n'en aurais pas parlé. Vous avez fui 6 régions, vous avez fui 6 régions pour vous cantonner à 4. Peut-être parce que vous trouvez, si vous prenez 7 millions fois 6, ce n'est pas rien. Peut-être c'est le temps des vaches maigres qui empêche beaucoup de partis politiques en réalité de se lancer. Parce que le disais tout à l'heure, dès lors que vous êtes, vous avez votre carte d'électeur, ça veut dire que vous êtes électeur. Vous êtes appelé à vous déconnecter de votre parti politique. On l'a vu sur le terrain, ça se fait. Où les gens pensaient qu'ils avaient leur candidature. Sauf que c'est pas évident. Assurée. Il y a les consignes de vote. Le PCRM, tu pouvais me dire ça dans l'Union et tu te souviens. Même fois avec le RDPC lui-même. Le PCRM est parti damer le pion là-bas en arrachant des voix. Tu le sais. L'UNDP a gagné des électeurs. J'étais dans le Djer et Lobo, j'étais là. Des voix. Où on a donné des consignes de vote. Surtout au moment où des investitures ont fait des blessures énormes dans beaucoup de circonscriptions. Donc, rien n'est joué d'avance. Bien sûr. Ça veut dire que le jeu Cela ne vous a certainement pas échappé. Il y a eu cette semaine, et cela a été dit dans la presse, l'anniversaire du président de la République. Comme par le passé, la célébration de cet anniversaire du chef de l'État a donné lieu à une manifestation publique, et c'était au Palais des Sports le lundi 13 février 2023. En présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, représentant personnel du chef de l'État. Nous écoutons un bout du discours du ministre d'État Ferdinand Ngongo. Je sais que vous aimez le président Paul Biya. Je sais même que vous l'adorez. Et lui-même le sait. Je lui raconte chaque année en détail les belles fêtes que vous lui organisez. Il le sait aussi en raison du soutien massif que vous lui apportez à chaque élection. Comme il a dit à plusieurs reprises, vous devez être de véritables ambassadeurs de la paix, des vecteurs d'espoir et des ferveurs défenseurs des valeurs civiques et citoyennes qui constituent le ciment de notre nation. Cela exige de vous, en tout temps et en tout lieu, un comportement responsable et exemplaire.
Alors, depuis qu'on a commencé l'échange, il y a une donnée qui est essentielle, j'attendais peut-être que quelqu'un évoque cette donnée-là, c'est le problème de sécurité. Monsieur le directeur général, dans cette élection, il y a quand même 2 régions, il y a l'extrême nord aussi, des régions qui sont en crise parce qu'il y a l'insécurité. Est-ce qu'on tient compte de tout cela? C'est bien, il faut choisir des gens, mais dans quelles conditions? Oui, évidemment, nous participons toujours à ces élections-là dans des conditions assez difficiles dans les régions du nord-ouest. Du sud-ouest, c'est un peu dans l'extrême nord, comme vous le dites. Mais vous savez, nous avons fait les élections, le double scrutin législatif municipal, dont les bureaux de vote sont disséminés partout dans les villages. Nous avons réussi à faire des élections de manière stratégique en organisant la sécurité avec l'État. Et l'élection des sénateurs, c'est une élection assez légère. Vous faites souvent le reproche de mettre les bureaux de vote à des endroits pas indiqués. On fait ces reproches, généralement on fait ces reproches, mais on a repris les élections. On d'ailleurs pour ça, je vous l'accepte, mais c'était parce que nous n'avons pas sensibilisé suffisamment les électeurs. Parce qu'à ce moment, il faut s'arrimer à la sécurité. Il ne faut pas faire voter les gens à des risques, pas mettre les gens en danger. Mais nous prenons, il y a un plan de sécurisation des électeurs avant, pendant et après même le scrutin. Donc ça c'est fait avec les autorités de l'État qui sont compétents en la matière, parce que là, il n'y a pas de force de l'ordre, de force publique. Donc, mais c'est fait. Et l'élection, si je voulais dire, elle est assez légère. Les bureaux de vote sont logés dans chez le département. Et je crois que c'est des zones assez sécurisées. Vraiment, la sécurité est garantie dans ces zones. Mais il y a un plan de sécurisation du processus qui est établi avec l'ECAM, avec l'État, pour que l'élection se passe dans des conditions idoines de sécurité. Nous ne pouvons pas venir sur ces plateaux pour dire que voilà les dispositions que nous avons prises. Parce que ceux qui sont, ces forces de désordre, ces gens sont également en train d'écouter ce que nous parlons ici pour qu'on dévoile les plans de sécurité pour prendre. Non. Mais les dispositions sont prises. Rassurez-vous que l'élection aura lieu le 12 dans tous les chefs-lieux des départements, dans les conditions de sécurité garanties par, n'est-ce pas, l'État du Cameroun. Ça vous rassure, Madame Avega? Moi, j'ai quand même un petit mot à dire. Je voudrais dire que lorsque les gens ont voté au chef-lieu de département, après, ils devront rentrer dans leurs localités respectives. Est-ce qu'il y a des escortes qui sont organisées pour les raccompagner dans leur lieu d'habitation? Mais à Kassel, il y a aussi autre chose. L'ennemi n'étant pas conventionnel, on ne sait pas qui va attaquer parce qu'il est habillé comme nous et il circule dans la rue comme vous et moi. On ne peut pas savoir à quelle heure et à quel moment et quelle est la stratégie qu'il va utiliser pour venir peut-être attaquer le bureau de vote ou alors procéder à un enlèvement ou alors, je ne sais pas, attaquer un véhicule personnel d'un électeur qui retourne tranquillement chez lui ou alors dans son lieu de service. Donc, moi je pense que c'est vrai, monsieur le directeur général a dit qu'il ne peut pas dévoiler les stratégies ici, ce qui est aussi normal, mais je pense qu'il faudrait renforcer aussi le système d'écoute et le système de renseignement en impliquant la population à ce processus de sécurité. Alors, moi, je voudrais ajouter que c'est vrai, vous savez que le vote est obligatoire. Bien sûr. Pour les conseillers, les électeurs sénatoriaux. Ça veut dire que même s'il y a l'arme devant vous, vous êtes obligé d'aller à cette élection. Sinon, il y aurait une déchéance. Ça, c'est la loi électorale qui le dit. Mais il y a la population quand même. Non, il faudrait qu'on soit clair, monsieur le directeur général. Si vous n'allez pas au vote, il y aura déchéance. Conclusion, même si vous entendez les armes qui crépitent dans une circonscription électorale, dans un département, vous êtes obligé de foncer, encore que vous avez une sécurité financière, 50 000 francs. Je ne sais pas si les 50 000 francs... Pas assez pour prendre ce risque. Hein. Oui, je dis 50, je ne sais pas si c'est assez, mais il faut quand même le rappeler que pour aller voter, choisir un sénateur X ou Y, vous avez 50 000 francs pour vous déplacer, pour aller à un département. Maintenant, est-ce que les 50 000 vont faire l'escorte que demande Mme Agnalé retour pour le cas spécifique de ces régions en crise? Parce qu'on ne parle pas trop de l'extrême nord, mais l'extrême nord est aussi touché. Récemment, on a eu des informations qu'il y a toujours des attaques de ce côté-là. Donc, il faut insister sur cet aspect sécuritaire. C'est vrai, monsieur le directeur général ne peut pas dévoiler les stratégies d'Elections Cameroun et Geminat et même l'OMINDEF et bien d'autres encore. Nous sommes de tout cœur qu'il faut qu'il y ait élection le 12 mars prochain dans ces différentes régions. Mais il y a un problème.
Le but n'est pas de rassurer. Il y a quelque temps, monsieur le directeur général le sait, le président du conseil électoral nous a rassuré qu'effectivement tout allait bien. Lui-même, il revenait du terrain. Mais je crois le même jour qu'il a fait cette déclaration, il y a eu une attaque dans le nord-ouest avec malheureusement la perte de 2 agents d'élections Cameroun. Alors, c'est un signal fort parce qu'en face également, il y a un ennemi qui a fait une mise en garde et qui vous dit vraiment il n'y aura pas d'élection dans ces circonscriptions. Et vous savez que le problème, et là nous parlons déjà du contentieux post-électoral. Je vous prends le cas de l'élection de 2020. Vous savez qu'il y a des formations politiques qui sont allées au contentieux pour exiger la reprise partielle de l'élection dans ces circonscriptions pour des mêmes raisons, alors que les gens rassuraient que, effectivement, sur le plan sécuritaire, tout allait bien. Donc, j'espère que cette fois-ci, comme la circonscription, la circonscription pour le vote, c'est le département, peut-être les mesures sécuritaires, j'ose bien le croire, telles que annoncées par M. le directeur général adjoint des élections, seront appropriées par rapport au contexte. Je pense que là, sur ce point-là, en 2018, j'ai vu les électeurs être héliportés. Ça, je ne trahis pas un secret dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Deuxième chose, dans le sud-ouest, le RDPC est seul. La chose sera plus facile là-bas. Donc, ça veut dire que le challenge, en réalité, sera dans le nord-ouest. La préoccupation qu'il y a là, c'est de savoir comment est-ce qu'on va transporter les électeurs des arrondissements vers les chefs de département. Comment on va quitter tel village à tel endroit, etc. Qui va les transporter? Son cœur ne battrait-il pas pour celui qui va le transporter? Pour terminer sur ce point, deuxième chose, c'est que j'ai constaté que pour les élections sénatoriales, généralement, les partis politiques encadrent leurs électeurs. Ils les gardent dans des hôtels, qui dans, je ne sais pas où. Mais il y en a qui estiment que c'est une source de corruption. Mais c'est ce qu'ils font. Séverin, je ne sais pas, j'ai couvert ces choses-là, je vois comment ils quittent de tel hôtel à tel hôtel. Les téléphones sont arrachés, ils n'ont pas de téléphone pendant 2 ou 3 jours. Les charters, ils viennent ensemble voter. Donc, c'est des choses qu'on a couvertes. Donc j'espère que ces différentes parties dans le nord-ouest, ça veut dire précisément le RDPC et le SDF dans le nord-ouest vont encadrer leurs électeurs. Dieu sait qu'ils ne sont pas très nombreux, ça veut dire qu'ils peuvent prendre une vingtaine de bus, c'est fait, et de les encadrer peut-être à Upstation, je ne sais pas trop bien où ou comment. Mais on souhaite quand même qu'il y ait cette élection aille jusqu'au bout et que le vainqueur soit proclamé. Mais je sais que le véritable électeur dans cette élection, ce sont les 30 qui seront nommés. Parce que l'enjeu, c'est par là. C'est vrai. Ce que nous disons tout à l'heure, le processus, on le sait, qui va sortir gagnant, grand vainqueur de cette élection, c'est le RDPC. Il n'y a même pas de... Moi, je vois là où il y a la contestation, où on peut avoir match, c'est dans la Damawa, où on peut avoir un frottement avec l'UNDP. Et c'est parti de là, au sortir de cette élection, qu'on va savoir vraiment le poids de l'UNDP dans ce pays. Tout comme il y a à l'ouest avec l'UDC et le RDP, ça va frotter. On espère, enfin, quand je dis ça, on va dire que j'ai des préférences. Sauf que le RDPC ne va pas tête haute. Hein. Je le sais, c'est pourquoi il y a le candidat Amadou Aïdjo de l'Ouest suppléant qui est au contentieux pour attaquer la liste RDPC. C'est pour dire qu'au sortir à l'Ouest, dans la Damawa, et peut-être à l'Est, parce que vous avez Garoua-Boula, il vous appartient, vous gérez, ça veut dire les villes où les circonscriptions où l'opposition est plus ancrée. On espère que l'opposition va sortir son épingle de jeu. Mais le fond du problème, c'est les 30 élus. Les 30 où il y a trop de morts. On ne peut pas contrôler les 30 élus. Et c'est là l'enjeu. On ne peut pas contrôler les 30 élus. C'est vrai qu'il y a un nommé qui a choisi la voie des urnes. Oui, mais Monsieur Laurent Kodo est un nommé qui a choisi la voie des urnes. Je veux dire qu'on sait que le président du Sénat est nommé. On le sait. Bon, ça veut dire que quand tu es nommé, ça ne dévalue en rien ta qualité de sénateur. Et surtout, je suis sur ce studio, tout le monde se bat, parce que madame disait que tout à l'heure que les gens ne sont pas intéressés. Mais les gens sont intéressés. Tout le monde fait du jeu des pieds et des mains pour que le président les voit, pour les nommer, pour être nommé. J'ai dit, mais c'est extraordinaire, ce n'est pas... D'accord, d'accord. Il faut le faire, hein, vous qui êtes politique, peut-être on peut vous nommer. C'est une stratégie, monsieur le directeur général. Alors, sur les aspects sécuritaires, il faut quand même... Je voudrais revenir sur les aspects sécuritaires pour dire à M. Anaba qu'en 2020, le Conseil a décidé justement de les élections, de reprise des élections, pas parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies, parce que plutôt
que les bureaux de vote, justement pour le problème de sécurité, ont été regroupés dans un grand espace qu'on a appelé centre de vote. Qui n'est pas prévu par, la loi électorale. Et que les partis politiques, les récurrents, ont estimé qu'ils n'ont pas été sensibilisés, ils n'ont pas pu sensibiliser les électeurs pour les orienter vers ces centres de vote. C'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné les élections. Le Conseil les a suivis dans ses plaidoiries, le Conseil constitutionnel, et l'élection a été reprise dans les conditions. Mais nous sommes d'accord sur la cause, monsieur le directeur général. C'est parce que vous avez créé des centres de vote qui ne sont pas prévus par la loi pour des raisons de contexte d'insécurité. Pour vous dire que les conditions de sécurité, nous connaissons le contexte, l'environnement de ces milieux-là. Et quand vous connaissez le problème, vous prenez des solutions qui vont avec. Hein? Bien d'autres sujets d'actualité. Madame Abega a parlé de l'escorte. Naturellement, il y a des escortes. Il y a des escortes. Vous savez que dans cette zone, il y a des militaires là-bas. Les dispositions sont prises pour que les électeurs, parce qu'il ne suffit pas d'aller voter et de revenir. Même après, il y a souvent des représailles. Toutes ces dispositions sont prises. On estime que les escortes, c'est la porte d'entrée à toutes sortes de choses. Hein. L'escorte militaire. Militaire. L'électeur est libre. Jusqu'à ce que. Je vous ai dit que l'électeur n'est même pas affilié à son parti. Quand il devient électeur, il est free. Mais monsieur le directeur général, est-ce que vous pensez quand même aussi au fait que, au moment où nous allons à cette élection, ceux qui pouvaient choisir le camp d'en face au RDPC, certains sont décédés? C'est-à-dire qu'il y a des électeurs. Vous-même, si vous regardez vos chiffres, vous vous rendez compte que le fichier électoral actualisé vous démontre qu'on a enregistré des morts quand même dans ces régions. Parmi les électeurs. Non, je dis particulièrement dans cette zone-là, il y a des conseillers municipaux qui sont décédés là-bas à cause de cette crise-là. Il y a des décédés partout. Il y a même des démissions. D'accord. Bien d'autres sujets d'actualité ont intéressé la presse cette semaine. Et je vous propose le relevé de la paix justement avec Laetitia Onana. Un vent d'espoir a soufflé dans la presse cette semaine suite à l'adresse du président de la République à la jeunesse camerounaise. Dans les colonnes de Repères et Cameroun Tribune, on cite ces propos clés du chef de l'État qui, en bon père de famille, exhorte ses jeunes compatriotes à ne pas baisser les bras face aux difficultés de la vie. Le coach, pour reprendre les propos de la Voix des jeunes, a par ailleurs rappelé, selon Vision économique, l'urgence pour le gouvernement d'accélérer la mise sur pied du Fonds de garantie des jeunes entrepreneurs. Un ouf de soulagement pour le fer de lance de la nation qui, debout comme un seul homme, a célébré avec faste et solennité précise mutation les noces de granit du président Paul Biya. La cerise sur le gâteau souligne le quotidien et le bi-hebdomadaire Les Preuves. Ce sont ces prières élevées à travers le pays pour magnifier l'homme de 90 ans et ses œuvres. Parmi elles, on relève cette batterie de dispositions prises au plan sanitaire pour barrer la voie au virus Marburg, voisin d'Ebola. Plus de peur que de mal donc, d'après EcoSanté, car aucun cas de cette maladie hémorragique responsable d'une vingtaine de morts en Guinée équatoriale n'a encore été enregistré au Cameroun. La vigilance reste tout de même de mise, rappelle ce journal, au moment où le quotidien national bilingue confirme les nouveaux tarifs des transports urbains et interurbains sur l'ensemble du territoire national. La revue de presse se referme, place au débat. Alors, l'élection des sénateurs ne soulève pas forcément des foules, des passions, mais c'est une élection qui a un intérêt. Nous avons dit que à travers cette élection, on aura la situation réelle des forces politiques en présence, l'UNDP dans la Damawa peut-être, le SDF dans le nord-ouest ou ailleurs, le RDPC aussi, hein. Et on pourra aussi avoir une idée de la redistribution des acteurs, des institutions, des positionnements et tout. Je ne voulais pas parler du successeur constitutionnel, comme vous l'avez dit au départ. Mais il y a un peu de cela dans cette élection. Mais bien sûr. Mais au sortir de cette élection, vous savez, moi je comprends que le président de la République nomme le sénateur, il nomme le sénateur et après il est le président du Sénat. Ça peut poser problème, mais parfois je le comprends. C'est tenir les institutions dans un régime présidentialiste. Ça veut dire où le président a vu sur tout,
où il tient tout, il tient à ce que le président du Sénat comprenne. Qu'importe, et j'ai fini parce que j'ai dit au début, le Sénat aujourd'hui, nous avons dit que nous sommes dans la phase d'apprentissage. Le Sénat est le régulateur de la décentralisation. Ça veut dire que si nous enlevons le Sénat, la décentralisation n'a plus de sens. Jean-Marie. Pour la consolidation du processus de décentralisation, le président Paul Biya a des cartes, mais alors des grandes cartes à redistribuer. Je le dis parce que si vous regardez ce qui était au Sénat en 2018, surtout les nommés, vous verrez que c'était soit des chefs traditionnels de premier degré qui sont parfois des amis du RDPC, soit vous avez les partis alliés, jusqu'au point où ils sont allés prendre un allié UPC, un sénateur UPC qui est sorti de l'alliance avec M. Bapoli Pot. Oui, on est en train de conclure pour dire que le président a un intérêt de faire des arbitrages pour une véritable décentralisation qui sera consolidée. Vous avez des arbitrages à faire à l'ouest, avec Sa Majesté Ibrahim Bombonjoa qui est parti. Vous avez le doyen du Sénat, M. Moukete, dans le sud-ouest qui est parti. Vous avez même encore ici, dans le centre, des arbitrages qu'il faut faire. C'est vrai qu'il y en a qui ne comprennent pas que le retour de M. Laurent Kodo, qui était un sénateur nommé depuis 2013 pour aller aux urnes, c'est parce que M. Sylvestre Naondoa, qui est vice-président, est décédé. Lui, il était un élu. Donc, automatiquement, vous ne pouvez pas prétendre être vice-président sans aller aux urnes. Peut-être il y en a qui n'ont pas bien compris ça. Donc, il y a des grands enjeux, il y a des arbitrages à faire, que le président puisse penser, qu'il écoute bien la température sociopolitique du pays. Je ne dis pas qu'il faut récompenser des gens parce qu'ils ont bien dansé, mais qu'ils se disent quand même que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Première question, qui gèrent les communes et les régions? Dès que vous répondez à cette question, vous les récompensez. Maintenant, vous nommez les chefs traditionnels pour respecter vraiment l'équilibre régional et autres. Madame Abega. Moi, je pense que... En attendant de revoir parce que vous avez beaucoup de choses à dire sur le code électoral, en attendant de le revoir, nous avons une élection en face. Oui, nous avons une élection en face et en dehors de l'élection, nous avons des nominations qui vont compléter ceux qui sont élus. Donc, parlant de la coloration du nouveau Sénat que nous attendons, je pense que tout part d'abord du casting des candidats. Oui, donc à partir des investitures. Donc la stratégie pour voir la coloration de quelle est l'équipe qui va diriger le Sénat part du choix de ceux qui seront élus et de ceux qui seront nommés. Majoritairement la vieille garde de 2013. Oui, et de ceux qui seront nommés. Le président de la République sait pourquoi il met telle ou telle personne à tel endroit. Mais ce n'est pas pour dire que c'est lui qui nomme le président du Sénat. S'il a nommé un sénateur et qui est devenu président du Sénat, ça ne veut pas dire que les autres sénateurs n'ont pas eu leur mot à dire, peut-être dans le choix. Les élus étaient vice-présidents, le SDF a un vice-président. Mais ça veut pas. Je ne peux pas dire que c'est parce que le président a nommé le président du Sénat. Non, ça veut dire que si on dit qu'il a nommé le président du Sénat, ça veut dire que nous battons en brèche les dispositions du code électoral selon lesquelles les sénateurs devraient élire leur président. Il peut le nommer à travers la discipline du parti, madame. D'accord. Monsieur le directeur général, les camarades rassurent. Le 12 mars, quelles qu'en soient les conditions, l'environnement, le travail, l'élection aura lieu. Justement, notre enjeu, c'est là-bas, c'est l'organisation matérielle, l'organisation maîtrisée du processus. Alors, tout se passe sous l'emprise de la loi. Nous organisons, nous rassurons les uns les autres, tous les acteurs. D'ailleurs, M. Nassila l'a connu, il a dit qu'il est sûr que les meilleurs vont gagner. Ça veut dire que l'organisation est juste équitable. L'élection sera transparente, l'élection sera équilibrée, équitable, et les meilleurs vont gagner. Soyez-en sûrs, nous sommes persuadés qu'on va organiser les élections dans de très bonnes conditions pour que le meilleur gagne. Les autres enjeux ne nous intéressent pas, c'est des enjeux politiques, stratégiques, comment faire pour être président du CETI ou président du Sénat. Ce n'est pas notre affaire. Pour être nommé, ce n'est pas notre problème. Nous voulons qu'au sortir de cette élection, sur le plan organisationnel, qu'il nous soit reproché de rien. Et nous avons réussi notre organisation. Le conseil proclame le résultat. Les élus sont élus. Le président de la République a 10 jours à compter, n'est-ce pas, la proclamation des résultats pour nommer les 10 autres pour compléter le Sénat. Les 30 autres pour nommer, pour compléter le Sénat. Pour nous, c'est terminé.
Le reste, je crois que M. Ndassi, M. Et pour nous, nous attendons la session de plein droit. La session de plein droit aura lieu, n'est-ce pas, le 3e mardi, la proclamation des résultats. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de presse. Merci à nos invités, merci Mme Abega, M. le directeur général. Paul, merci Jean-Marie. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder chaque dimanche soir à la maison. Bonne suite des programmes sur la CRTV.